utilisateur. On est déjà rentré dedans, donc grâce à David, puisque cette expérience utilisateur est devenue une pratique qui est à la fois reconnue et surtout nécessaire, puisqu'elle offre des retours sur investissement. Donc comment est-ce qu'on la met en œuvre? Et là, on va créer aussi la personal experience et nous expliquer comment on peut le faire au mieux autour des objets connectés. Donc la parole est à Thierry Raguin, responsable des labs Design UX, Mobilité et Innovation de Econocom. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, comme l'expliquait Pascal, je suis en charge donc, de nos labs Design UX, Mobilité et Innovation Apple au sein d'Econocom, dans une cellule dédiée à l'innovation qui s'appelle Digital Labs et qui va couvrir en fait le spectre de ce qu'on appelle les SMACs. Donc c'est cet acronyme un peu barbare qui veut dire en fait Social, Mobility, Analytics, Cloud, Things pour les objets connectés et Security. Donc avant de rentrer dans le détail, dans le thème de notre journée, je vais commencer par faire une petite introduction à ce qu'on appelle le design UX. On en a parlé, d'expérience utilisateur, on en parle assez régulièrement. Et convient quand même de recaler ces process, de savoir comment ça marche, comment on le met en œuvre, quel est le ROI qu'on va avoir derrière tout ça, avant de parler de l'émergence de la personal experience et d'autres concepts comme le design d'expérience dans sa globalité. Donc le design UX, ça va être une approche qui va être itérative et continue, qui commence toujours par de l'analyse de l'existant, de l'analyse du feedback des utilisateurs, de l'observation des utilisateurs, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, quelles sont leurs frustrations. Ensuite, on va, sur cette base, concevoir quelque chose et on va l'évaluer, toujours avec les utilisateurs au centre, soit directement avec les utilisateurs, soit en se mettant dans la peau des utilisateurs, en faisant preuve d'empathie pour penser comme l'utilisateur. Et ça, on va boucler en fait sur ces trois étapes principales pour ensuite développer donc des solutions qui du coup vont être en meilleure adéquation avec les besoins des utilisateurs. Qui dit meilleure adéquation dit que derrière l'utilisateur va adopter la solution, il va être plus productif, plus satisfait, et on va aussi réduire les coûts derrière, notamment en formation et en support utilisateur. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur? Il faut voir ça en fait comme un iceberg, où en fait on a la partie émergée, la partie visible, c'est la surface, c'est le design visuel, mais ça représente en fait que 10% de l'expérience utilisateur. En dessous, on a beaucoup de choses, beaucoup de composants qui sont bien plus importants que le pur aspect visuel qu'on va voir en premier abord. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le squelette, ça va correspondre plus à ce qu'on connaît sur du web ou du mobile comme des concepts d'ergonomie. Donc on a le design de l'information, le design de l'interface, la navigation, comment on interagit avec les différents éléments de l'interface. Ensuite, encore en dessous, on a la structure. Donc là, on parle du design d'interaction, l'architecture de l'information, comment on va hiérarchiser les choses, les regrouper, les catégoriser, trier. Et après, il nous reste encore quand même beaucoup de composants à voir. Et on a donc un premier composant très important, le périmètre. Donc là, c'est vraiment les spécifications fonctionnelles. On est dans le fonctionnement de l'application, comment ça doit fonctionner. La discrimination du contenu, quels sont les termes qu'on va manipuler dans l'application. On va commencer à les regrouper, les simplifier aussi, adapter le langage à notre cible utilisateur. Et puis la partie la plus importante, les 35% qui vont rester, c'est la stratégie, où là on va travailler sur vraiment la base, les besoins utilisateurs, les objectifs métiers, on va les mettre en relation. Et il faut vraiment partir du bas, de la stratégie, pour remonter ensuite sur les couches supérieures. Tout simplement parce qu'en bas, on est vraiment sur de l'abstrait. Donc on va pouvoir facilement itérer, émettre des hypothèses, les tester, les réviser, et au fur et à mesure, on va remonter les couches. Et plus on est élevé, quand on arrive au design visuel, faire des retouches, changer quelque chose qui peut complètement modifier le fonctionnel, ça va coûter très très cher. Donc il faut vraiment partir du bas pour remonter. Ça va faire économiser de l'argent. On va avoir des meilleurs bénéfices derrière, des meilleurs retours utilisateurs.
Donc, l'expérience utilisateur, ça va permettre de couvrir quoi? Quels sont les facteurs clés de l'expérience utilisateur? Donc, on le représente en fait sous ce nid d'abeilles qui avait été initié par Peter Morville. J'ai juste remis ça de manière un peu plus visuelle. Donc, une bonne expérience utilisateur, il faut que ce soit utile à l'utilisateur. Ça, c'est la base pour avoir une expérience utilisateur optimale. Il faut rendre un service qui soit utile à l'utilisateur. Ensuite, il faut que ce soit plaisant. On est tous des êtres humains, on a des émotions. Donc, il faut jouer sur ces émotions, faire du design émotionnel, penser à faire plaisir à l'utilisateur. Donc, on va utiliser des micro-interactions, de la gamification, par exemple, pour couvrir ces aspects. Ensuite, il faut que ce soit accessible. Et au-delà de l'accessibilité pure qui, globalement, va cibler plus des personnes handicapées, on va penser plus design inclusif pour penser aussi tout le monde est temporairement handicapé à des moments en fonction du contexte. Quand on conduit une voiture, on n'a pas accès à ses mains. Donc, on a un handicap au niveau des possibilités d'interaction qu'on peut avoir. Donc, il faut vraiment penser inclusif et accessible. Ensuite, on a la crédibilité. Il faut que les utilisateurs aient confiance en notre solution. Il faut qu'on les rassure sur ce qu'on fait, qu'on a une conduite aussi éthique avec les données personnelles qui vont être collectées, qui vont être traitées. Il faut que la solution, les informations soient facilement trouvables, findable, qu'on puisse aussi facilement s'y retrouver dans une solution, trouver comment on va interagir, le retenir, et usable, donc utilisable. Il faut que l'interface soit intuitive, facile à utiliser. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'application doit apporter de la valeur. Et donc c'est sur tous ces points qu'on va travailler avec la démarche Design UX. Je finirai sur l'introduction du Design UX par une citation de Steve Jobs, qui dit que voilà, ça renforce le fait que le design, c'est pas que ce qu'on va voir, c'est vraiment comment ça fonctionne au niveau fonctionnel, pas au niveau technique pur. C'est le fonctionnel, comment on répond à un besoin utilisateur. Donc comment est-ce qu'on travaille en démarche Design UX? Comment on met ça en œuvre? En fait, on va combiner différentes pratiques, les meilleures pratiques en cours. Donc on a le Design Thinking, on va combiner aussi du Lean et du Scrum pour la phase de réalisation. Donc ça va nous donner un schéma un peu comme ça. On part en fait sur le design thinking, qui correspond en fait à ce qu'on appelle la recherche UX. Donc on part en fait de besoins qu'on a identifiés. On va chercher, observer, donc regarder les utilisateurs pour identifier les points de frustration des utilisateurs. Ensuite, on arrive sur les phases de conception. Donc on va prioriser, faire de l'idéation pour trouver comment on va pouvoir pallier à ces frustrations, trouver des solutions. Donc on va faire du brainstorming, on va élaborer différents concepts de solutions, digitales ou non, ça peut être améliorer des process aussi. On va émettre des hypothèses et on va pouvoir les expérimenter. Donc là, on va boucler, c'est un processus itératif où on expérimente, on révise les hypothèses et on va aboutir à une solution papier, entre guillemets, un concept qui nous semble valable pour aller plus loin. Donc là, on va mettre en place une méthodologie Lean UX pour construire cette solution. Donc on arrive sur la partie de résolution, où là, donc, c'est un process très simple, on construit, on teste, et donc on obtient des retours utilisateurs, et on obtient de nouvelles idées, on révise notre travail. Et durant la phase de construction, c'est là qu'interviennent les méthodes agiles de réalisation, de développement, où là, donc en fait, on va itérer, boucler. Donc souvent, c'est sur ce qu'on appelle des sprints de 2 à 4 semaines. On va explorer, modifier un peu le fonctionnel et on va boucler sur ces process. Et c'est ça la démarche UX.
Donc si on rentre dans les détails en fait, de réalisation, comment on va intégrer l'UX à un projet Scrum, souvent on a le problème, c'est que les équipes qui sont formées sur des méthodologies Scrum se disent, voilà, si on rentre la partie expérience utilisateur dans nos sprints, il va falloir rallonger les sprints, on va perdre du temps, ça ne va pas être pratique. Donc en fait, on commence par un premier sprint 0 de cadrage UX, où on part donc, de la découverte. Donc là, on va faire de l'analyse compétitive, du benchmarking, de l'analyse de données, donc via de l'analytics, des enquêtes utilisateurs, des retours utilisateurs. Ça nous amène à travailler ensuite sur la stratégie. Donc là, sur la base de toutes les données qu'on aura pu collecter et analyser, on va construire donc des personas qui sont très utilisés côté marketing, mais côté UX, ils vont être plus poussés sur vraiment modéliser des profils types d'utilisateurs et qui vont servir de base pour construire nos users ou nos job stories, nos user flows, nos storyboards, nos parcours utilisateurs. On va prioriser les différentes fonctionnalités, donc il y a différents ateliers, différentes méthodologies qu'on peut mettre en œuvre. Et ensuite, on va commencer à concevoir. Donc on va partir de sketch, par exemple, sur papier, qu'on va tester aussi directement sur les terminaux cibles, donc là sur un smartphone. On va déjà les mettre dans les mains des utilisateurs pour voir si ces premiers sketchs fonctionnent, si ça répond aux besoins. Ensuite, on va commencer à partir sur du wireframe outillé, pour être plus pratique, qu'on va encore tester avec les utilisateurs. Et on va partir ensuite sur du prototypage interactif, qui va servir de spécification pour les développeurs. On va avoir quelque chose d'entièrement fonctionnel, avec du contenu en général statique. On a déjà des éléments de maquettage dedans. Et l'utilisateur l'aura déjà validé, puisqu'il aura testé avec le contenu, il aura pu lire, voir que ça fonctionne. Et on a vraiment un contenu qui est prêt à être développé, où on sait qu'on aura très peu de retours. Et ensuite, on part sur le premier sprint de développement, donc un processus classique. Mais pendant ce sprint de développement, on attaque déjà un nouveau sprint UX qui va préparer ce qui sera développé dans la seconde itération. Et on continue comme ça, en fait. Donc l'UX a toujours un sprint d'avance sur la partie réalisation. Donc maintenant, un petit point sur le ROI, les retours sur investissement de cette méthodologie, parce qu'on se dit, ça rajoute quand même pas mal de couches, ça risque de coûter cher. Donc, quels vont être les objectifs, les métriques qu'on va regarder au niveau de l'UX. Donc, via l'UX, on va chercher à améliorer les performances. Donc, l'efficacité des interfaces, améliorer la facilité d'apprentissage d'une solution pour éviter de mettre en place des processus de conduite du changement qui peuvent être assez lourds à mettre en œuvre. On va chercher à augmenter, bien évidemment, le nombre d'utilisateurs. On va chercher à conserver les utilisateurs existants. Et on va essayer de réduire aussi les erreurs des utilisateurs, parce que ça coûte cher derrière quand l'utilisateur a des erreurs. Il faut appeler le support, il faut les régler. Parfois, ça peut être des erreurs techniques ou des erreurs fonctionnelles. Ça devient vite coûteux et compliqué à gérer. Ensuite, on va chercher à augmenter la visibilité. Donc, trouver facilement notre solution, notre application, attirer des utilisateurs, donc utiliser donc, du SEO ou du ASO pour faciliter la recherche de notre solution sur du web ou du mobile, par exemple. On va chercher ensuite à améliorer la crédibilité pour fidéliser les utilisateurs, attirer de nouveaux utilisateurs, et des nouveaux utilisateurs qui sont fidèles, qui trouvent notre solution crédible, et ils vont recommander aussi la solution auprès de leur cercle. On va ensuite chercher à réduire les charges de développement, les charges de support, de formation, de maintenance, et augmenter les ventes quand on est sur des solutions qui vont être commerciales. Donc ça, c'est le but de tout ce qui va être e-commerce ou d'autres solutions. Donc là, on a des KPIs qui sont définis, qui sont facilement mesurables via de l'analytics, via des enquêtes de satisfaction. Il y a beaucoup de questionnaires aussi standardisés qui vont permettre d'obtenir ces mesures. Donc je vais vous présenter juste quelques chiffres sur le ROI de l'UX. Le premier, c'est qu'on va pouvoir améliorer de 83% les KPIs si on met en place une démarche UX de bout en bout. Donc vraiment en partant des bases. Donc ça, c'est une étude qui date de 2008. La même étude a été faite quelques années auparavant. Les retours sur investissement étaient encore plus importants.
Tout simplement, ça tend à diminuer parce que les bonnes pratiques se diffusent et que globalement, l'expérience utilisateur qu'on a sur toutes les solutions digitales de nos jours tend vers le haut, notamment grâce à la révolution des smartphones, avec l'iPhone et l'expérience utilisateur quand même très très simple au départ. On a pu améliorer globalement tous les services. Les tests d'utilisabilité vont permettre de réduire de 90% le support utilisateur nécessaire et ça va aussi changer la typologie de support qu'on va devoir fournir. Enfin, on peut perdre jusqu'à 4 fois en ROI si on n'a pas réalisé les phases amont de l'UX correctement, donc les phases de découverte, de stratégie. Si on n'a pas identifié les bonnes cibles utilisateurs, on ne va pas construire la bonne solution et on va perdre en ROI derrière. Donc rapidement, une citation de l'équipe de design d'IBM qui globalement dit qu'il vaut mieux dépenser 1 euro en phase de conception pour résoudre un problème plutôt que de devoir dépenser 10 fois plus en phase de développement pour le résoudre. Et ça coûterait 100 fois plus après la release pour corriger le problème, récupérer les utilisateurs perdus. Donc maintenant, l'émergence de la personal experience. Donc qu'est-ce que c'est ? On l'a vu ce matin, on vit en ce moment une révolution technologique massive. On a l'intelligence artificielle qui amène de la reconnaissance vocale, qui a donné lieu à des assistants virtuels de type Siri, Google Now ou Cortana, des bots, des chatbots type Facebook Messenger ou Telegram, du Natural Language Processing qui va permettre d'analyser du texte pour le traiter ensuite de manière automatique, du machine learning avec notamment Watson, de la reconnaissance d'images, de vidéos via la computer vision, la reconnaissance d'émotions, les systèmes prédictifs. On avait le big data qui se transforme justement grâce à l'IA en smart data. On a la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on l'a beaucoup vu ce matin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. La réalité virtuelle, c'est déjà entré dans les mœurs. Au niveau de la mode, par exemple, on a des applications comme une application de L'Oréal qui vous permet de tester du maquillage directement depuis l'application, puis après d'aller commander ce maquillage derrière. La réalité virtuelle, on a avec le HTC Vive justement, Ikea qui a sorti une application pour concevoir les cuisines, les tester, ça vaut ce que ça vaut. Mais elle est disponible au grand public, quoi, sur Steam. Et on a toute la révolution de l'IoT avec le wearable, qui sont donc tous les objets qu'on va porter sur soi, qui vont collecter des informations personnelles et qui vont pouvoir être traités. Donc ça va permettre l'émergence de nouveaux paradigmes. On a par exemple donc les interfaces conversationnelles dont Pascal a parlé ce matin en introduction. Là, c'est un exemple, c'est donc une Esther Crawford qui est dans le marketing, qui a fait son CV sous forme de chatbot sur Messenger et Telegram. On a aussi le concept d'application intelligente. Il y avait la Google I.O. il y a quelques mois maintenant. Google a introduit en fait une nouvelle API, le Google Awareness API, qui va pouvoir être intégré dans toutes les applications sur Android pour tirer parti des informations collectées par différentes applications, les capteurs du smartphone, pour rendre plus intelligente l'application en contextualisant l'information. Et on a la notion aussi de Quantified Self, qui peut-être est un premier pas vers le transhumanisme, la singularité, où là on porte des objets pour l'instant qui collectent des informations qui nous aident à mieux vivre, entre guillemets, et peu à peu ça va être peut-être de plus en plus intégré dans l'être humain. Donc, par contre, on a aussi de nombreuses questions éthiques. Beaucoup de données sont collectées, donc est-ce qu'on est encore maître de ces données ? Comment ces données sont-elles utilisées et est-ce qu'elles sont bien sécurisées surtout ? Donc on a l'exemple par exemple de Google Maps Timeline ou Location History où si on ne désactive pas la fonctionnalité, tous nos déplacements sont suivis, cartographiés sur Google. On peut retrouver l'historique, ça va détecter où on habite, où on travaille, nos différents lieux de prédilection. Ça peut faire peur. Je vous invite à regarder aussi la série anglaise Black Mirror qui montre comment, avec juste un tout petit twist, toutes ces technologies, toutes ces avancées peuvent très vite dériver. Donc c'est très intéressant, très bien fait.
Donc globalement, on a donc ces révolutions, l'IA, Smart Data, réalité augmentée, réalité virtuelle, l'IoT, le wearable, qui amènent des nouveaux modèles, des nouvelles sources de données à intégrer, des nouveaux moyens d'interagir avec les utilisateurs. Et globalement, il faut créer des nouveaux usages, il faut les construire. Mais on a derrière des contraintes, des risques, des environnements qui sont en constante évolution. Donc, est-ce qu'on va partir sur les bonnes solutions ou pas? On a une forte médiatisation des succès initiaux, mais de plus en plus aussi des échecs de certaines de ces solutions, notamment au niveau des sécurités, de la sécurité, de la confidentialité. Donc il faut aussi pouvoir rassurer les utilisateurs sur les risques perçus de ces solutions. Donc comment on va répondre à tout ça? Ça tombe bien, donc l'UX, ça couvre déjà tous ces domaines de base. On a aussi ce qu'on appelle le CX, la Customer Experience, qui se concentre sur le parcours client, sa relation, ses interactions avec la marque. Et on va avoir donc le Personal Experience qui là va se concentrer sur la contextualisation, la personnalisation de l'expérience utilisateur. Et là, en fait, plus que jamais, vu qu'on va se baser vraiment sur des données multiples qu'on va collecter sur l'utilisateur, il faut prendre en compte les problématiques de sécurité, de confidentialité, d'éthique. Et c'est vraiment la responsabilité des designers de prendre en compte ces problématiques, parce que c'est nous qui concevons ces expériences que vous allez consommer, que vous allez utiliser. Donc il faut qu'on soit en mesure de vous rassurer. C'est pour ça que depuis l'année dernière, je crois, il y a des démarches éthiques en design qui commencent à apparaître. Donc il y a notamment le Designer's Oath qui est modélisé en fait sur le serment d'Hippocrate et qui a été utilisé principalement, initialement dans le domaine du design de solutions médicales pour que justement le designer s'engage à respecter une certaine éthique dans ses conceptions. Et en fait, de plus en plus, on va arrêter de parler d'UX, de CX, de PX, de product design, de service design, mais on va vraiment être amené à parler d'experience design. Donc XD, ce sera le nouvel acronyme. Et voilà, je finirai juste par une vieille citation d'Alan Cooper qui explique que voilà, si on veut que les utilisateurs adoptent nos logiciels, donc nos solutions, on va aller être plus global, il faut vraiment qu'on les conçoive comme des êtres humains responsables, respectueux, généreux et qui nous aident. Merci à tous. Merci.